Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée Le langage trahit-il la pensée? Le langage est un système de signes qui a pour fonction de transmettre nos pensées à nos interlocuteurs. Le mot est signe de l'idée. Le langage parvient-il à remplir sa fonction? Est-il insignifiant, efficace, ou trahit-il les significations qui est censée véhiculer, à savoir nos idées? Premièrement, le langage signe de la pensée, selon Descartes. On sait que Descartes définit l'homme par la pensée. Si je pense donc, je suis, comme il l'établit au terme de l'expérience de Cogito. On peut définir l'homme comme une chose qui pense, une chose pensante. Res cogitans. C'est là un privilège que Descartes réserve à l'homme. Seul l'homme pense. Dans sa célèbre théorie des animaux-machines, Descartes montre que l'animal, lorsqu'il émet de sens, ne fait que réagir mécaniquement à un stimulus. Il réagit par instinct, sans penser, de la même manière qu'une machine réagit automatiquement quand on presse un bouton. L'animal ne pense pas et ne parle pas. Il émet d'un son, certes, mais ceci ne représentait aucune pensée, seulement des passions. Celle-ci ne relevait pas pour Descartes de la liberté de l'esprit, mais d'un instinct mécanique de corps. Pour Descartes, le corps humain est lui aussi une sorte de machine qui agit de lui-même. On digère, éternue, frissonne mécaniquement sans y penser ou sans le décider. Ces actions ne sont donc pas le fruit d'une volonté libre, mais seulement des réflexes d'une machine privée de pensée. Mais l'homme est tout autre chose qu'un corps machine. Il est aussi esprit. Il pense. C'est le langage qui révèle cela. Il n'y a aucune de nos actions extérieures qui puisse assurer ceux qui les examinent que notre corps n'est pas seulement une machine qui se remue de soi-même, mais qu'il y a aussi en lui une âme qui a des pensées, excepté les paroles ou d'autres signes faits à propre du sujet qui se présentait sans se reporter à aucune passion. On comprend alors pourquoi le langage est un critère déterminant à partir duquel Descartes distingue radicalement l'homme et l'animal dans la lettre A, Mercure de Newcastle. Je cite Descartes, ce me semble fort remarquable que la parole étant ainsi définie ne convient qu'à l'homme seul, car il ne s'est toutefois jamais trouvé aucune bête si parfaite qu'elle ait usé de quelques signes pour faire entendre à d'autres animaux quelque chose qu'il ne point de rapport à ses passions. Il n'y aura point d'homme si imparfait qu'il n'en use, en sorte que ceux qui sont sourds et muettes inventaient des signes particuliers par lesquels ils exprimaient leurs pensées. Ce qui me semble un très fort argument pour prouver que ce qui fait que les bêtes ne parlaient point comme nous et que telles n'ont aucune pensée et n'ont point que les organes leur manquaient. Voilà est terminée la citation de Descartes. On le voit, non seulement le langage ne trahit pas la pensée, mais il est le milieu dans lequel se déploie la pensée. Nous ne penserions pas si nous ne parlions pas. Le langage est à la fois signe de la pensée et condition de celle-ci, de la pensée. Néanmoins, si l'on admet que le mot transmettait notre pensée de manière globalement satisfaisante, on peut se demander si parfois il trahissait par celle-ci, ainsi que le soutient Bergson. Le deuxième point de notre intervention, le limite du langage selon Bergson.
Le mot transmet-il la pensée qu'il a pour fonction de véhiculer dans son intégralité ou la pauvreté-il? Nous devons conserver à l'esprit que le mot a une fonction sociale. Il sert à faciliter la vie en société. Il est utile. S'il a une conséquence, l'utilité favorise la simplicité, l'efficacité du langage, la complexité ou la beauté ne sont pas essentiels à la vie en collectivité. Nos idées sont donc simplifiées par le langage. Ces faisant, telles sont irrémédiablement modifiées, dégradées, appauvries. Pour penser plus vite, nos idées sont modifiées de manière à laisser tomber ce qu'elles ont de singulier, d'originel et d'unique pour ne conserver que la signification impersonnelle du concept. Le concept désigne en effet un genre et non un individu singulier. Lorsque je dis homme, je ne pense plus à ce qu'est tel ou tel homme dans la richesse de sa singularité, mais j'ai en tête le genre homme, une sorte de concept abstrait et vide composé de quelques points communs qui ne rencontrent chez les hommes: deux bras, deux jambes, un visage. C'est ce que soutient Bergson dans son livre intitulé Le rire. Je cite Bergson: nous ne voyons pas les choses mêmes. Nous nous bornons le plus souvent à lire des étiquettes collées sur elles. Cette tendance aussi de besoin n'est encore accentuée sous l'influence du langage, car le mot, à l'exception de nos propres, désigne de genre. Le mot qui ne note de la chose que sa fonction la plus commune et son aspect banal s'insinue entre elle et nous. Ne sont pas seulement les objets extérieurs, ce sont aussi nos propres états d'âme qui se dérober à nous dans ce qu'ils ont d'intime, de personnel, d'originellement vécu. Quand nous éprouvons de l'amour ou de la haine, quand nous nous sentons joyeux ou triste, et c'est bien notre sentiment lui-même qui arrive à notre conscience avec le mille nuances fugitives, le mille résonances profondes qui en font quelque chose d'absolument nôtre. Nous serions alors tout romancier, tout poète, tout musicien. Mais le plus souvent, nous n'apercevons de notre état d'âme que son déploiement extérieur. Nous ne saisissons de nos sentiments que leur aspect impersonnel, celui que le langage a pu noter une fois pour toutes, parce qu'il est à peu près le même dans les mêmes conditions pour tous les hommes. Voilà, la citation de Bergson est terminée. On le voit donc, le langage trahit la pensée. Néanmoins, il reste un espoir, un usage enrichi de langage, tel que la poésie permet de retrouver la singularité et la richesse de la pensée et de la réalité. Ce n'est donc pas le langage en tant que tel que Bergson condamne, mais un certain usage de celui-ci, son utilisation quotidienne et non réfléchie, asservie aux impératifs utilitaires. On peut se demander aussi si le langage ne trahit pas la pensée au deuxième sens de trahir, révéler quelque chose de caché. Comme dans l'expression « une grimace a trahi mon intention ». C'est ainsi le montre Freud. Le cas de Thapsis, comme nous allons le voir, le langage trahit la pensée inconsciente selon Freud. On sait que Freud, on sait que pour Freud, le moi n'est pas parfaitement rationnel, mais qu'il existe un grand nombre de représentations inconscientes qu'il refoule pour ne pas que celles-ci viennent perturber la conscience
par leur caractère scandaleux. Or, ces représentations inconscientes vont tromper la censure et parvenir à la conscience en se modifiant dans cette manière, leur sens profond reste dissimulé. Mais on ne comprend pas bien alors leur sens. C'est le cas de rêves, mais aussi de symptômes névrotiques. Le lapsus est encore un exemple. Lorsqu'on commet un lapsus, c'est-à-dire qu'on emploie un mot à la place d'un autre, cela ne vient pas simplement du fait que l'on a confondu deux mots à son sensorité voisine. Cela trahit des pensées inconscientes, ainsi que Freud l'affirme dans Psychopathologie de la vie quotidienne. Euh, D'après ce qu'il apparaît ici, le langage trahit la pensée, non au sens où il auparavant mis en sens où il serait porteur en lui-même de significations supplémentaires et inconscientes. C'est sur quoi des significations posent le problème inverse. Le langage enrichirait la pensée, la rendrait plus riche qu'elle n'apparaît tout d'abord. Maintenant, conclusion. Comme on le voit, il existe un fossé entre le mot et l'idée qui fait que celui-ci ne représente pas d'une façon parfaite l'idée qu'il a pour fonction de transmettre. Il peut dégrader celle-ci ou, au contraire, être porteur de signification supplémentaire. Mais c'est toute l'ambition de la pensée que de retrouver derrière le mot l'idée originaire. Voilà notre intervention intitulée Le langage trahit-il la pensée est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.